Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur François Corse via Stella, évidemment. Focus sur l'initiative infomigrants.net à destination des réfugiés. Infos pratiques, conseils juridiques, reportages, le site participatif disponible en français, en anglais et en arabe, décliné sur les réseaux sociaux, a été lancé par 3 médias. France Média Monde qui regroupe RFI, France 24, l'allemand Deutsche Welle et l'agence de presse italienne ANSA. Selon ses dirigeants, infomigrants.net contribuera peut-être à éviter la multiplication des drames qui se jouent à nos portes et sur nos propres territoires. Les titres de votre 20h. Le journalisme de solution peut-il faire face à la crise de la presse? Nous en débattons avec Sandra Alphonse et Sébastien Pisagne. Le débrief culturel du débat, une pratique du journalisme plus proche du citoyen mais également plus engageante. Autre épisode dédié à la pratique du journalisme et si les journaux préféraient présenter des solutions et de fait s'engager plus fortement. Le journalisme de solution, un espoir pour la presse, c'est le sujet de votre 20h. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Philippe. Bonsoir Sandra Alphonse. Bonsoir Sébastien Pisagne. Alors pour débuter notre conversation, et comme souvent, une citation, mon cher Sébastien, je sais. Oui, vous me le faisiez remarquer. Souvent, c'est pas faux. Alors, une définition tout de même de cette pratique, le journalisme de solution, publié dans le Figaro.fr, est signé Anaïs Dedieu, qui est chargée d'études de reporter d'espoir. En plus d'analyser à fond un tel problème de société, on va y répondre en mettant en lumière une solution pratiquée soit au niveau local, soit par des individus, soit par des institutions. Voilà la définition du journalisme de solution. Ce qui est intéressant, c'est également ce regard local avant d'être national. Alors oui, c'est une tendance de fond, alors qui n'est pas tout à fait récente, depuis la moitié des années 2000. Oui, je crois que Libération publiait son premier Libé Solutions en 2007. Mais effectivement, ça prend de l'ampleur. Et ça prend de l'ampleur au niveau international. Il y a énormément de médias maintenant qui se positionnent sur ce créneau. Bon, ça vient d'un constat très simple, sans doute partagé par pas mal de gens qui nous écoutent ce soir. On allume le poste, on ouvre le journal, on écoute la radio et on entend tout un tas de choses qui ne sont pas forcément particulièrement heureuses, voire anxiogènes. Ce qui peut amener d'ailleurs certaines personnes à se détourner des médias. Ils le disent quand on fait des sondages dans ce domaine-là assez nettement. Et donc les médias, certains en tout cas, ont commencé à réfléchir à une manière de présenter différemment l'information. Alors c'est une tendance qui est assez intéressante, mais on en discutait avec Sandra, ça nous fait un petit peu rigoler. Parce que comme vous dites, il y a le terme local. Et on a quand même la sensation qu'au niveau local, c'est un type de journalisme qu'on pratique assez naturellement et finalement depuis assez longtemps. Mettre en exergue un exemple. Allez, prenons un agriculteur, une collectivité qui lutte dans le domaine du traitement des déchets. Je veux dire, ça, on fait ça quotidiennement et ils présentent à travers ces coups de projecteur finalement les solutions qu'ils ont naturellement eux-mêmes trouvées. Donc vous voyez, on est déjà un peu quand même dans cette démarche. Pour nous, c'est peut-être pas si nouveau que ça. Alors c'est pas forcément un journalisme de bonnes nouvelles, parce que c'est souvent caricaturé quand on parle de journalisme de solution, journalisme de bonnes nouvelles. Non, c'est aller au fond des choses en prenant appui sur ce qui se passe au niveau local. Oui, Sandra. Tout à fait. Alors, ce qui est nouveau, ça n'est pas tant le principe lui-même que sa conceptualisation. Et elle a été notamment portée par une ONG qui s'appelle Reporters d'Espoir, dont vous avez parlé, qui a été fondée en 2003, et par une structure, une plateforme collaborative qui s'appelle Spark News, dont un des fondateurs est justement le cofondateur de Reporters d'Espoir. Et en fait, l'idée, quelle est-elle? C'est lutter contre la désaffection grandissante du public vis-à-vis de la presse, la perte de crédibilité de certains médias par justement un petit peu le contrepoint à cet effet anxiogène que produisent trop souvent de mauvaises nouvelles. Ceci étant, c'est quelque chose qui s'est à peu près toujours fait. La différence, c'est que à ces provisions de contenu plus positifs se sont ajoutées des manifestations telles que le journalisme Impact Day, organisé justement par Spark News, qui fédère 55 médias internationaux autour de ces sujets-là, avec un supplément dédié qui paraît à intervalles réguliers, adossé à l'un de ces médias ou pas. Et l'important aussi dans cette conceptualisation, c'est qu'on va plus vers un engagement.
de la personne qui reçoit ces contenus positifs. L'idée est celle-là. Et on parle d'ailleurs de journalisme d'impact, voilà. pour cette raison-là. Parce que l'idée, impact est de double impact. Premier impact, on fait un constat. Deuxième impact, on propose la solution. Donc on propose aussi aux citoyens lecteurs de s'engager. Est-ce que ça fonctionne? Apparemment, au niveau du lectorat, les retours sont très positifs. Et au niveau, désolé de m'engager sur un terrain plus pratique, au niveau des retours en termes d'annonces et d'annonceurs presse, on s'est aperçu que les encarts publicitaires vendus sur ces supports dédiés à ce journalisme d'impact positif étaient nettement mieux vendus que sur d'autres supports. Vous avez raison de le signaler, c'est important aussi, ça compte comme le disait Sébastien. Un chiffre aussi pour évoquer notre débat, mais surtout pour évoquer le désamour des citoyens envers les médias et particulièrement le journalisme. C'est une enquête de l'Institut Kantar réalisée pour le journal La Croix. 67% des Français interrogés croient que les journalistes sont à la solde des pouvoirs politiques et économiques. 67%. Le journalisme de solution peut-il permettre de modifier cette perception ? Alors je ne suis pas sûr qu'il apporte pour le coup la solution. C'est très très compliqué effectivement de convaincre les gens qu'il n'y a pas un patron du CAC 40 d'un côté et un élu de l'autre qui sont penchés sur nos claviers quand on écrit. Alors, ce qui peut effectivement peut-être faire un tout petit peu avancer les choses et donner la sensation à nos lecteurs ou à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, que l'on gagne un petit peu en crédibilité, c'est le fait effectivement de retourner davantage sur le terrain pour faire émerger ces fameuses initiatives qui sont censées nous apporter des solutions. Mais encore une fois, j'ai la sensation, finalement, on a cette presse nationale, internationale qui redécouvre un peu le goût du terrain. Mais encore une fois, sur un plan local, nous y sommes, allez, peut-être pas tous les jours, mais nous y sommes. Alors, beaucoup. Sébastien, c'est intéressant ce que vous dites. Vous êtes journaliste au quotidien Corse Matin, journal de référence dans le groupe 1, d'ailleurs, dans le groupe Nice Matin, la Provence. La Provence. Désormais la Provence. Oui, c'est vrai, désormais la Provence. Concrètement, ce journalisme-là, vous l'avez dit, vous le diffusez régulièrement dans vos colonnes, vous mettez en lumière les initiatives insulaires. Très naturellement, je vais vous donner un exemple qui remonte tout simplement au début de la semaine. Vous savez, donc il y a le magazine Femina. Ce prix version... Qui appartient. Tout à fait, en partenariat avec Corse Matin, le prix version Femina européen. Mais chaque année, en avant des femmes qui ont, qui défendent une cause solidaire à travers souvent des associations. Et là, tout dernièrement, on a à nouveau primé une personne qui est basée en Balagne, un garage solidaire qui vise à la réinsertion professionnelle de gens qui sont en difficulté. Je veux dire, c'est quelque chose ça qui est pratiqué depuis des années. Et ça vous fournit un très très bon exemple du type d'initiative que la presse dite locale peut être amenée à prendre régulièrement. Dans le journal, dans le quotidien de mardi, il y avait d'ailleurs un article qui était consacré à cette dame que l'on suit depuis plusieurs années, soit dit en passant. Vous voyez, c'est pas un prix, on la suit depuis plusieurs années. C'est pour vous dire, et encore une fois, nous au niveau local, on a évidemment toujours des choses à améliorer. Mais je veux dire, cette attention qu'on peut avoir sur des gens qui localement essaient de faire bouger les lignes, naturellement nous intéresse. Parce que finalement, c'est pas tellement un journaliste de solution dont il est question, c'est un journaliste de proximité. La proximité avec ce qui pose souci au quotidien à ceux qui nous lisent, notamment. C'est pour ça que finalement, pour moi, un journaliste de solution, ça participe un peu, vous savez, ces concepts qu'on sort et dans lesquels je me retrouve en partie. Mais je veux dire, la proximité, c'est quelque chose qui est au cœur du journalisme dit local, et je crois qu'on peut rester à cette notion-là. Alors dans quelques semaines, nous aurons un débat sur ce plateau entre Isabelle Houchon, journaliste Corse Matin, et Thomas Brunelli, RCFM, sur cette question de proximité, notamment d'investigation journalistique en Corse. Néanmoins, si l'on reste sur cette idée de journalisme de solution ou de proximité, on vous laisse le choix de l'appellation. Sandra, est-ce que cela permet tout de même de combattre ce que l'on appelle aujourd'hui les fake news, ces informations fabriquées de toutes pièces, souvent par les consultants en communication des hommes politiques. Cela permet-il aussi de les combattre et, par un journalisme sur le long cours? Moi, je dirais que non, parce qu'en fait, ça n'est pas fait pour ça. Donc les fake news, je vois mal quelle serait avec cette culture de l'immédiateté de l'information qu'on a actuellement, je vois mal comment
on peut réellement lutter contre, d'autant plus que de très grands médias et des médias de référence s'y sont laissés prendre. Donc ça, c'est encore un autre débat. Raison de le signaler. Ce journalisme de solution, et ce que disait Sébastien est très intéressant, parce qu'effectivement, il faut distinguer les médias internationaux qui ne s'adressent pas aux mêmes cibles et les médias régionaux qui font ce travail depuis relativement longtemps. Le journalisme de solution propose, lui, et d'ailleurs le fondateur de Spark News dit carrément, lors d'une interview relativement récente, nous voulons changer le monde. Là, on va au-delà du simple rôle du journalisme. On va aussi au carrefour de ce qui est l'entrepreneuriat social et, il faut employer le mot, le business. Vous parliez de grands groupes. Certains sites de journalisme constructif sont adossés aussi à de grands groupes d'assurance. Donc, on peut se poser la question de la façon dont tout cela peut, à terme, je vais employer un mot un peu fort, être instrumentalisé. Et on se demande aussi où peut se trouver la frontière entre la communication et ce journalisme de solution. Et là, on rejoint des constructions qui pourraient s'apparenter aux fake news, après tout. Est-ce que tout de même, il y a une dimension militantisme dans ce journalisme ? Alors moi, c'est là où ça peut justement un tout petit peu me déranger, mais ça tient essentiellement à l'école qui est la mienne. Pour moi, un journaliste doit nécessairement essayer de se poser de la manière la plus neutre possible sur un plan individuel par rapport à un sujet donné, de manière à essayer de présenter les choses avec un maximum d'objectivité. Il est évident que quand on commence à présenter un certain nombre de solutions, là je rejoins tout à fait Sandra, il faut se méfier parce que certaines solutions peuvent être adossées effectivement à certains intérêts commerciaux, voire même à certaines options politiques. Et c'est là où effectivement on peut véritablement se retrouver dans une position hyper militante finalement. Donc attention, il y a pour moi quand même 2 ou 3 écueils, même si globalement, encore une fois, je trouve que la démarche qui consiste à essayer de positiver en montrant que face à un problème donné, il peut exister un certain nombre de pistes qui sont déjà utilisées par certains acteurs, c'est intéressant. Mais c'est pas non plus, encore une fois, la solution ou l'alpha et l'oméga, la panacée que la presse attendrait pour résoudre la crise à laquelle elle est confrontée aujourd'hui. Il y a on va terminer sur cette question-là, il y a aussi une dimension dans ce journalisme-là, quand on évoquait les fake news, Sandra, c'est aussi parce que ce journalisme-là propose de décrypter, d'aller plus loin également, d'essayer de montrer que souvent la réalité n'est pas celle que l'on vous propose. La réalité est souvent ailleurs. Non, mais je pense à des codex, des codeurs avec le journal Le Monde. Et cela participe de ce journalisme-là. De la pédagogie. Voilà. Et c'est peut-être ce que le journalisme, d'une manière générale, a un peu trop oublié parfois. Effectivement, il faut être capable d'expliquer, pas forcément. On a tous en tête cette phrase, la fameuse phrase prêtée à Albert Londres, placer la plume dans la plaie. Bien sûr que le journaliste est là aussi pour dénoncer un certain nombre de faits qui peuvent affecter la société, mais à un moment donné, il faut aussi être capable d'expliquer tous les ressorts qui produisent une situation donnée. Alors, je vous le répète, dans quelques jours, nous poursuivrons nos épisodes concernant le journalisme, notamment avec Isabelle Lucioni, journaliste Corse Matin, et Thomas Brunet, le journaliste à RCFM, sur la place de l'investigation en Corse et la question de la proximité. Vous avez 40 secondes pour donner vos arguments et résumer votre pensée. Le journalisme de solution, est-ce un espoir pour la presse ? C'est une question qui fut posée il y a quelques jours par le Figaro.fr. Sandra, c'est avec vous, je commence. Alors, je dirais peut-être en partie, parce qu'effectivement, il répond à une demande du public, ça a été attesté par plusieurs études, qui se lassent un peu de cette information anxiogène. Ceci étant, il y a nécessité de mettre des garde-fous à cette série de solutions proposées. Il ne faudrait pas que ça devienne un prêt-à-penser avec sous fond de bons sentiments des lignes forces qui ne peuvent pas toujours être dénuées d'arrière-pensée. Donc encore une fois, il convient de déterminer les contenus et de ne pas outrepasser certaines limites. Sébastien,
c'est à vous. Écoutez, pour moi, il peut venir de façon complémentaire, mais seulement complémentaire à ce qui reste la mamelle, la matrice du journalisme, qui consiste à restituer un événement, à essayer d'éclairer ce que fait logiquement le journaliste, et ce depuis des décennies. Donc oui, il peut venir de façon tout à fait complémentaire, intéressante sans doute dans la manière de présenter un certain nombre de solutions, mais tout à l'heure, j'ai utilisé le mot de pédagogie, et celui-là, vraiment, il m'importe, parce que je crois qu'on n'a pas besoin de brandir des concepts, quels qu'ils soient. Le rôle d'un journaliste, ça peut être aussi tout simplement d'expliquer une situation, de donner les moyens aux citoyens de se faire sa propre idée pour peut-être demain, puisque c'est le contexte dans lequel on est, voter en toute connaissance de cause. Merci beaucoup à vous deux pour ces échanges autour du journalisme, en tout cas de ce que l'on appelle le journalisme de solution. Alors, prolongeons nos débats par le prisme de la culture. Le journalisme de solution au plus près des citoyens, un journalisme qui s'engage pleinement. Marie-Ange Philippe et Marcel Petrichol nous en parlent dans le débrief culture. Bonsoir. Bonsoir Marie-Ange Philippe. Bonsoir Marcel Petricholi. Avant toute chose, qu'avez-vous retenu des échanges précédents? C'est la règle du débrief, c'est la question que l'on pose à chaque fois que vous venez sur ce plateau, Marie-Ange. Mais moi, c'est un peu la dichotomie journalisme local, journalisme de proximité. Je ne suis pas sûre que le journalisme de solution soit forcément local, parce que, par exemple, on voit pour le revenu universel, il y a beaucoup de magazines ou de journaux qui sont allés ailleurs voir des initiatives mondiales, notamment en Europe du Nord. Donc, j'ai cette dichotomie, cette dualité-là me gêne un peu, le journalisme de solution et local. Je ne suis pas sûre qu'on doive réduire ça au local. Alors, pour être concret, pour aller plus loin dans ce que vous dites, c'est parce que dans la définition même du journalisme de solution, on puise dans le local pour avoir justement des solutions à traiter au niveau national. Mais vous avez raison, notamment concernant le revenu minimum d'insertion, je ne sais plus comment... Le revenu universel, on va dire ça comme ça. Il a changé quelques fois de nom. Le revenu universel, notamment, certains journalistes sont allés voir ce qui se passait à l'étranger, et en ce sens-là, c'était très intéressant. À vous. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le chiffre 67% des gens qui ne croient plus au journalisme, alors qu'on a tous connu une période, une époque où nos parents, nos arrière-parents disaient « c'est vrai, je l'ai lu dans le journal ». Et maintenant, c'est fini. C'est plutôt presque l'inverse. Non, si c'est dans le journal, c'est que vous voulez dire que ce qui est écrit dans le journal avant, c'était vrai. Et aujourd'hui, ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, c'est ça qui est vrai. C'est ça, d'accord. Voilà. C'est exactement ça. Alors, Marie-Ange, The Wire, pour débuter notre débrief. Oui, j'ai réussi à caser ma série préférée. Échoué. Mais je pense que je pourrais la caser n'importe où. Elle est tellement, elle traite tellement de sujets qu'on peut la caser n'importe où. Bref. Donc, The Wire, créé dans les années... Le concept créé dans les années 90 par David Simon, qui est journaliste, qui a écrit d'abord un livre et puis ensuite qui en a fait une série dans les années 2000. Alors ça paraît, on peut penser que c'est une vieille série, ne vous arrêtez pas à la date, elle est d'une actualité folle. Donc 5 saisons, le quotidien de la police de Baltimore, mais pas que, le quotidien des dealers, le quotidien des familles et le quotidien des journalistes du Sun. Alors on est dans une intrigue complexe qui nous mène vers les mécanismes de la criminalité. Quel est le rapport avec le sujet de ce soir? C'est que David Simon est parti d'un constat. Donc je vous lis ce qu'il dit au sujet de The Wire et du rapport avec le journalisme. Le journalisme a perdu beaucoup de son pouvoir. Autrefois, c'était un moyen de provoquer une prise de conscience. Malheureusement, la colère est devenue un sentiment commun. Je crois que j'arrive à dire plus de choses avec The Wire que quand j'étais journaliste. Donc en fait, c'est un journalisme d'image, c'est un journalisme alternatif, un journalisme de solutions imagées. Il dépasse le réel sans forcément le galvauder. Et donc, je ne vais pas dévoiler l'intrigue, je ne vais pas faire le pitch parce qu'on en aurait pour 1 heure. Mais on s'élève au-delà de la simple colère et pourtant, à la dernière scène du dernier épisode de la dernière saison, qui est terrible. On n'a même plus un sentiment de colère, on est complètement là. On se dit finalement tout est pourri, on n'y peut rien, on est complètement déprimé. Et pourtant, si on a bien suivi la saison, il y a une petite lumière, une petite lueur incarnée par un personnage, je ne dévoilerai pas qui. Et c'est ça, à mon sens, que David Simon a essayé de transmettre, c'est que malgré tous ces enchevêtrements dramatiques, il y a toujours quelque chose à sauver.
The Wire, David Simon, excellent choix de notre esprit critique du soir. C'est une BD qui est tirée de ça. La revue dessinée numéro 10. Oui, numéro 10. En fait, il y a plusieurs numéros, hein. Mais celle-ci, la couverture, celle-ci me plaisait bien. Oui. Là, on est aussi dans une nouvelle forme de journalisme, parce que la revue dessinée, qu'est-ce que c'est ? C'est un trimestriel qui est sorti en septembre 2013. La particularité, ce ne sont que des auteurs de BD qui participent à cette revue. C'est un mélange auteur de BD. Mariage, c'était pas évident. Auteurs de BD, journalistes, scientifiques, universitaires, qui vont nous proposer tout ce que l'on peut imaginer, que ce soit au niveau du reportage, de l'investigation, des témoignages. Tous les sujets sont abordés. Alors, y compris, ça va être des sujets assez drôles. Il y a un reportage sur le jardin des plantes qui est absolument hilarant. Et à côté de ça, on va nous parler des années 70 en France, cher puis notre enfance de Davodo, qui est terrible, c'est un juge politique. C'est ça qui est remarquable dans cette revue. Et en fait, ça a été fait par l'auteur de BD, qui, devant la paupérisation des auteurs de BD, a dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont décidé de créer cette revue. Et chose intéressante, c'est que dès le départ, ils ont voulu que ce soit une revue papier, très très belle, mais aussi une revue numérique. Et ça, je trouve que c'est très intelligent. Dès le départ, ils ont voulu cette exigence aussi au niveau du style. Tout est permis, rien n'est interdit au niveau du style graphique. On peut tout faire, on peut exploser les codes de la bande dessinée. Et il y a une très grande exigence. Il faut que ce soit toujours facile d'accès, quel que soit le sujet proposé. Il y a eu des sujets sur le gaz de schiste, sur Fukushima. C'est ça qui est remarquable. Pour moi, c'est vraiment une nouvelle forme de journalisme et ça a permis de toucher un public autre que celui de la bande dessinée et plus particulièrement un public féminin. Du récit journalistique en BD. Exactement. Aussi. Et très pédagogique. Complètement. Important de le signaler. On va revenir avec vous, Marie-Ange, les Défricheurs d'Éric Dupin, édition La Découverte. Oui, là on est en plein dedans. Donc Éric Dupin, qui est journaliste, ancien journaliste à Libération, qui a sorti ce livre en 2014 et il est parti d'un constat que vous avez évoqué, le désamour des Français, des Européens, de tout le monde pour le journalisme et la façon aussi des journalistes de surtraiter même des sujets et de les vider complètement de leur sens avec l'incarnation de l'info en continu qui est une absurdité. De certains journalistes. De certains journalistes, pas de généralistes. C'est vrai, je caricature, pardon. De certains journalistes. Bref, il est parti de ce constat-là, lui-même étant journaliste, et a pris 2 ans pour rencontrer 150 personnes à travers toute la France. Alors, on parle d'initiatives ou d'alternatives. On va de l'habitat durable en passant par l'éducation populaire, de l'agriculture, de la culture. Bref, il est allé à la rencontre de personnes qui ont poursuivi leur idéal au-delà de tout utilitarisme. Et ce qui est rigolo, c'est que en fait, cette position positive vient d'une attitude complètement négative, parce que ces gens sont réfractaires à tout, à la politique, au journalisme, au système. Alors pour le coup, ils sont anti-système, et c'est ça qui a donné qui a créé leur initiatisme, leur envie de donner sens à leur vie d'abord, à leur région, à leur société, au monde, plus globalement, je bafouille aujourd'hui. Et alors, on ne tombe pas dans l'émerveillement béat présentant, mon Dieu, c'est merveilleux, c'est pas à l'eau de rose, voilà. Il y a une vraie problématique derrière, c'est de savoir si la multiplication de ces initiatives locales peuvent rentrer dans une globalité nationale, internationale. Comment faire rentrer tout ça dans un système? Et c'est là qu'on voit le paradoxe de l'antisystème, puisque au final, pour que ça marche vraiment à l'échelle nationale, il faut le faire rentrer dans un tout. Vous voyez qu'on y arrive au niveau local et au niveau national. Ça s'appelle le journalisme de solution. Oui, donc, mais c'est une facette. Sébastien Pizan vous dirait que Éric Dupin est un journaliste parce qu'il fait aussi preuve de curiosité et que finalement, c'est ce qui est à la base du métier du journaliste, la curiosité vers l'autre, c'est essentiel. Avec vous encore la bande dessinée Goraz de Joe Sacco, éditions Rackham et Palestine aussi de Joe Sacco. Tout ça, c'est pour parler de cet auteur. Oui, parce qu'on dit que c'est le père de la BD reportage, Joe Sacco. En fait, il a une licence journaliste, il n'a jamais fait de bande dessinée. Puis en 92, il trouve que le traitement du conflit israélien, ça ne lui convient pas pour le journaliste américain. Alors il part en Palestine, il va rester plusieurs mois là-bas, et il revient avec une bande dessinée qui s'appelle Palestine. Il a été reconnu par tous les journalistes du monde entier, par vraiment sa rigueur journalistique. Il a eu un prix, le World Book aux États-Unis. Il a récidivé, il est reparti en ex-Yougoslavie à Gorazde. Et là aussi, il nous a livré une BD mais poignante. Et ce qui est bien chez Sacco, ce qui est vraiment original,
c'est que c'est l'humain qui est toujours au cœur de sa bande dessinée. C'est des portraits de ces gens qui vivent ces tragédies au quotidien. On est complètement dedans. C'est ça qui est absolument génial chez Sacco et qui nous fait vraiment vivre ces événements, ces conflits de l'intérieur. Le portrait qu'il fait de ces gens, c'est remarquable. Il y a un souci du détail dans le dessin de Joe Sacco c'est monstrueux ce qu'il fait. Franchement, c'est du vrai reportage journalistique. Je le dis encore une fois, il a été reconnu par tous les journalistes du monde entier. Il a révolutionné le genre de la BD reportage. La BD reportage, c'est bien aussi de le mentionner. Et enfin, il nous reste quelques secondes. Moi, c'est vous qui avez décidé de nous apporter des MOOC. Des MOOC. Vite, la contraction. Voilà. Et des revues qui parlent de solutions, de sujets positifs, et de manière graphique et pédagogique. Ça va plaire à Marcel. Voilà. Et grand coup de cœur pour 21. On parle de journalisme, c'est vrai, de journalisme, d'investigation sur du long terme. C'était génial. Avec des initiatives internationales. Avec des initiatives internationales. Vous faites bien de le mentionner. C'est très important, des initiatives internationales. Merci beaucoup à vous deux d'avoir proposé ce débrief sur notre sujet du soir, le journalisme de solution. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur François Corse via Stella, évidemment. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h.